Merci beaucoup. Je voulais commencer très rapidement pour vous dire que l'université traverse actuellement une période de remous, on va dire. Cette période de remous est due à un projet de loi LPPR pour loi pluriannuelle de programmation de la recherche, loi qui modifierait de façon relativement importante nos statuts. Et pour cette raison, je suis avec certains collègues en grève, mais je considère que ce qui a été décidé il y a quelque temps doit être fait. Voilà. Cette loi, elle viserait à nous transformer en contractuels et donc accélérerait de facto la dégradation des conditions de recherche des enseignants-chercheurs. Voilà pour ce qui est la présentation. Alors donc, présentation qui est somme toute une présentation relativement proche de celle des hôpitaux qui, eux aussi, connaissent certains remous actuellement. Ces remous, on le voit, hein, ils sont dus notamment à cette grève aux urgences. Grève aux urgences qui souligne toute la difficulté qu'il y a de travailler dans ces structures dont on va le voir, le financement reste à améliorer. Alors, je vais commencer mon propos en vous proposant rapidement de vous présenter l'hôpital. Donc l'hôpital, en 2017, c'est 92 milliards d'euros. Ces 92 milliards d'euros, ça fait quasiment 50% de la CSBM, enfin 46,6% de la CSBM. Alors la CSBM, c'est la consommation de soins et de biens médicaux. Donc c'est un des agrégats qui nous permet de mesurer la santé consommée chaque année. L'hôpital public, à lui seul, c'est 71 milliards d'euros et le secteur privé, c'est 21 milliards d'euros. Le secteur public, inutile de vous le présenter. Le secteur privé, il faut le scinder en deux entités. Une première entité qui est le secteur privé participant au service public et ensuite, à côté de cela, un secteur privé dit lucratif, dit lucratif dont l'objectif, comme son nom l'indique, est de générer du profit. Ce secteur privé, en guise de présentation, c'est 21 milliards d'euros. Et le secteur privé lucratif, c'est un chiffre d'affaires en 2017 de 15 milliards d'euros. Voilà, pour vous dessiner rapidement le paysage. Alors, depuis le milieu du XXe siècle, l'hôpital s'est constitué en position dominante dans le secteur de santé français. Position dominante, pourquoi? On parle d'hospitalocentrisme. Position dominante parce que l'hôpital, ce sont des soins, c'est ensuite de la recherche et c'est enfin de l'enseignement. Tout s'articule autour de l'hôpital. Les médecins généralistes sont formés à l'hôpital et uniquement dans les hôpitaux. Donc cette préférence française pour les hôpitaux, elle se traduit bien entendu par un coût relativement important de l'hôpital. C'est à partir des années 80 que cette question va évoluer. Globalement, dans les années 80, l'hôpital, c'est 52% de la CSBM. 52% de la CSBM, c'est relativement important et les pouvoirs publics vont commencer à
réfléchir à la façon dont réduire cette somme. Il y a deux solutions. Première solution, on tape sur les médecins libéraux. Deuxième solution, on tape sur l'hôpital. Politiquement, il est toujours plus risqué d'avoir une action sur les médecins libéraux. Donc, globalement, on a choisi, pour réduire la dépense de santé à l'époque, eh bien, on a choisi de réduire la dépense hospitalière. Et donc, la médication qui va être choisie pour l'hôpital, eh bien, cette médication va être radicale. Pourquoi ? Eh bien, c'est d'abord la mise en place des taux directeurs, qui limitent la croissance des dépenses d'une année sur l'autre. C'est ensuite, à partir de 1983, la mise en place d'un financement par budget global, technique du budget global qui permet, là encore, de diminuer la dépense. Et donc, à partir de 1985, la dépense va commencer à diminuer. Bien entendu, la mise en place de la réduction de la dépense s'accompagne d'un processus croissant de privatisation de l'hôpital. Alors, il faut entendre ici la privatisation de l'hôpital au sens de l'application de méthodes managériales qui relèvent du secteur privé. Et l'objectif, c'est de privatiser certains services, en d'autres termes, d'y appliquer des méthodes de management issues du secteur privé. L'exemple typique, c'est la mise en place du New Public Management à partir des années 1990. Et cette technique, elle vise en fait à faire des médecins hospitaliers des managers en puissance. Donc toute la question maintenant est de savoir comment va évoluer l'hôpital dans les années à venir, et notamment à l'horizon de 2030-2040. En fait, pour envisager les solutions, il faut partir des transformations qui ont eu lieu depuis une quinzaine d'années, et notamment la mise en place d'une réforme du financement qu'on va analyser, qui est la T2A, donc T2A, tarification à l'activité. Donc, je vous propose d'organiser la présentation en deux temps. D'abord, dans un premier temps, voir un peu les évolutions des hôpitaux à partir de la mise en place de la T2A. Et ensuite, on essaiera de dégager certains scénarios pour le futur. Donc, premier temps, on va essayer de comprendre les évolutions en cours. Et comprendre les évolutions en cours, c'est rappeler dans un premier temps ce qui se passe à l'hôpital depuis maintenant une dizaine d'années. Et en gros, on assiste à un triple mouvement de réforme. Le premier mouvement, on en a déjà parlé, c'est le développement de mécanismes de management issus du secteur privé. Rapidement, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais la mise en place des pôles à l'hôpital en constitue un exemple tout à fait caractéristique, c'est-à-dire que on rassemble des services en un pôle, et le pôle va passer un contrat avec la direction de l'hôpital pour tenter d'améliorer le management. Ensuite, dans le même temps, eh bien, on assiste à un mouvement de normalisation des actes et d'accréditation
des établissements. Et ce mouvement, il contraint de plus en plus le travail des soignants. Il contraint le travail des soignants en ce sens que ceux-ci doivent appliquer des méthodes qui ont été travaillées avant. Et donc, l'objectif est de normaliser la façon de travailler des soignants. Enfin, la réforme la plus importante, celle que l'on va prioritairement analyser, c'est la réforme du financement et donc la mise en place de la T2A. Cette mise en place de la T2A, elle est extrêmement importante. Elle est importante en elle-même, mais elle est également importante parce qu'elle ne peut pas tenir sans les deux précédentes. C'est les deux réformes précédentes que l'on a décrites. Donc, je vous propose, dans cette première partie, dans un premier temps, de décrire le dispositif et ensuite de voir les conséquences à la fois pour les patients et à la fois pour les personnels. Alors, donc depuis les années 2000, depuis 2003 exactement, donc depuis la mise en place de la loi de financement de la sécurité sociale de 2003, les établissements hospitaliers sont rémunérés suivant un dispositif qui est un dispositif de concurrence par comparaison. Ce dispositif de concurrence par comparaison, il repose en fait sur toute une série de mécanismes incitatifs. Alors, le principe est relativement simple. L'acheteur, à savoir l'ARS, donc l'assurance maladie, l'acheteur rémunère l'établissement pour la prise en charge d'un épisode de soins, donc un séjour. Donc prenons un patient qu'on va appeler Paul. Paul arrive à l'hôpital lundi, il en ressort mercredi. Il a été traité dans un service de l'hôpital et en sortant de l'hôpital, Paul, ou plutôt le médecin qui s'occupe de Paul, va signer une feuille qui résume son séjour dans l'établissement. À partir de ce séjour, Paul va être classé dans un GHS. GHS pour groupe homogène de séjour. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe homogène de séjour? C'est relativement clair. Un groupe homogène de séjour, c'est un groupe de malades qui ont la même pathologie, donc le même diagnostic primaire, qui ont le même diagnostic secondaire et qui sont traités de la même façon. Voilà. Donc, quand on parle de groupe homogène de séjour, il faut entendre un groupe de malades dont le coût est commun. D'accord? Donc, c'est un groupe de malades dont le coût est à peu près semblable. Donc, dès que le patient, à savoir Paul, est classé dans un GHS, eh bien, ce GHS correspond à un tarif que verse l'assurance maladie à l'hôpital. Alors, on va le voir, ce GHS va rapidement devenir un élément central. Élément central, pourquoi? Parce que c'est, on l'a dit, c'est à partir de ce GHS que le séjour du malade est classé. Aujourd'hui, il y a 2600 GHS. En 1982, quand le dispositif a été étudié en France, en 1982, il y en avait 471. Donc, globalement, il y a une croissance du nombre de GHS, croissance qui est censée exprimer de la meilleure façon le coût pour l'hôpital. Donc, désormais,
le prix du service hospitalier est complètement déconnecté du coût. Donc c'est à l'établissement d'améliorer sa productivité pour diminuer le coût et donc le mettre en dessous du prix. Donc en fait, l'idée, et c'est pour ça qu'on parle d'un financement incitatif, l'idée est d'inciter les établissements hospitaliers à améliorer leur productivité pour diminuer le coût et donc mettre ce coût en dessous du tarif du GHS. Si le coût est supérieur au tarif du GHS, l'hôpital perd de l'argent. Donc, on appelle ça en anglais yardstick competition, c'est-à-dire concurrence par comparaison. Et donc, ce dispositif, il est relativement clair, c'est-à-dire qu'il doit permettre d'inciter l'établissement à améliorer la productivité. Alors, la T2A, on va le voir, elle a des conséquences à la fois pour les patients et à la fois pour les personnels. On va, dans un premier temps, essayer de faire le tour des conséquences pour les patients. Première conséquence, c'est l'accélération de la sélection des patients. Pourquoi ? Parce que l'hôpital, il a d'abord intérêt à garder des malades qui ont un coût plus faible que celui du GHS. Et pour classer et pour garder ces malades en fait qui ont un coût plus faible, il faut être sûr que le malade que l'on a choisi, il aura un coût plus faible. Sinon, le coût est au-dessus, l'hôpital perd de l'argent. Donc, processus de sélection des malades. On sélectionne, bien entendu, les bons malades, ceux qui vont coûter moins cher. Dans le même temps, on peut également placer le malade dans un GHS qui est plus rémunérateur. Dans chaque hôpital, il y a un service qui est chargé de classer les malades dans un GHS. Et bien entendu, vous l'avez tous compris, ce classement dans un GHS, il est stratégique. Donc, on a tout un tas de batteries informatiques qui doivent permettre de classer le malade dans la meilleure case possible, c'est-à-dire celle qui rapportera le plus d'argent à l'hôpital. Ça, c'est le premier problème, donc l'accélération de la sélection des patients. Ensuite, il y a un deuxième problème. Ce deuxième problème, c'est la sortie prématurée des malades de l'hôpital. Il faut bien comprendre une chose, c'est que plus le malade reste à l'hôpital, plus il coûte de l'argent. Donc, l'objectif, c'est de garder le moins possible le malade. Donc, d'abord, le malade rentre plus tôt à domicile. Il rentre plus tôt à domicile. Pourquoi ? Parce que l'hôpital n'a pas intérêt à le garder plus longtemps, mais bien entendu, si le malade revient plus rapidement chez lui, il y a une probabilité non nulle pour qu'il revienne également très rapidement à l'hôpital, puisque les soins ont été trop rapides et il a besoin de rester un peu plus de temps à l'hôpital. Et ça sera un coût supérieur pour l'établissement. Par ailleurs, le malade, il est bien moins pris en charge par l'assurance maladie. Pourquoi ? Parce que l'assurance maladie rembourse à peu près 90%, voire même 95% des dépenses réalisées à l'hôpital, mais en ville, le taux de remboursement est moindre, il est de 65%. Donc, pour le malade, c'est une pénalisation, il est remboursé moins, et donc les soins coûtent plus cher. Enfin, oui, il y a un dernier point sur cette sortie prématurée des malades. Ça explique aujourd'hui la mode qui est du développement de l'ambulatoire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ambulatoire ? C'est tout simplement
le malade arrive le matin, il ressort le soir après avoir été opéré. D'accord ? Et donc, les établissements sont incités par l'assurance maladie à pratiquer de l'ambulatoire. Notamment, ils sont incités par des GHS plus rémunérateurs. Enfin, donc, dernier problème pour le malade, eh bien, l'hôpital a intérêt à garder des spécialités rentables et donc à abandonner des services qui peuvent apparaître comme trop coûteux. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça en des termes facilement accessibles. En fait, le volume d'activité d'un hôpital, c'est-à-dire la part des spécialités qui est les spécialités de cet hôpital, c'est ce qu'on appelle le case mix, c'est-à-dire le nombre de spécialités en cours à l'hôpital. Plus le case mix est large, plus l'hôpital sera coûteux. Donc en fait, l'hôpital n'a pas intérêt à avoir beaucoup de spécialités, il a intérêt justement à se spécialiser sur certaines pathologies. C'est ce que font les cliniques privées, hein, on verra ça tout à l'heure, c'est ce que font les cliniques privées. Donc ils réduisent le case mix. L'hôpital public, lui, par essence, a un case mix qui est relativement large. Donc, eh bien, globalement, les établissements, ils ont plutôt intérêt à se séparer de services qui peuvent apparaître comme coûteux. Je pense notamment aux services d'urgence. Et donc, l'établissement peut avoir intérêt à se spécialiser sur des pathologies qui soient des pathologies relativement rentables. Très récemment, en fait, on s'est aperçu que certains hôpitaux réfléchissaient aux futurs services qu'ils allaient ouvrir. Pourquoi ? Parce que ces services pouvaient apporter des malades classés dans un GHS extrêmement rémunérateur. Donc en fait, l'idée pour les stratèges hospitaliers, l'idée est d'attirer des malades qui peuvent être des malades rentables. Alors, maintenant, examinons les contraintes pour les personnels hospitaliers. Alors, ces personnels hospitaliers ont deux types de contraintes. Les premières contraintes sont des contraintes de rythme marchande, à savoir que le salarié voit son rythme de travail imposé par une demande extérieure, la demande d'un malade, la demande d'un collègue, etc. etc. Ensuite, il y a un autre type de contraintes qui s'appelle des contraintes de rythme industriel. Ces contraintes de rythme industriel supposent que le salarié voit son rythme de travail imposé par des normes de production, la cadence d'une machine, etc., etc. Quand on exploite l'enquête conditions de travail, qui est une des enquêtes de l'INSEE, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on remarque qu'il y a une augmentation des contraintes de rythme. En 1998, il y avait 79% des travailleurs hospitaliers qui étaient soumis à au moins une contrainte de rythme. Ils sont 85 en 2013, 85% en 2013, soit une augmentation de 8% sur la période considérée. Et au total, 54% des travailleurs de l'hôpital sont soumis à au moins une contrainte de rythme industriel. Et en 2013, 75% des travailleurs de l'hôpital sont soumis à une contrainte de rythme marchande. Donc, il y a, on peut le dire, le développement extrêmement impressionnant de contraintes. Et ces contraintes, elles génèrent ce qu'on appelle un sentiment de qualité empêchée. Quand on pose la question aux salariés
via l'enquête conditions de travail. Quand on pose l'enquête, quand on pose comme question avez-vous le sentiment de travailler utilement, avez-vous le temps de bien travailler, eh bien, on remarque qu'un certain nombre de salariés répondent non. Et ce non, il est synonyme de ce qu'on appelle un sentiment de qualité empêchée. Et ces sentiments de qualité empêchée, ils génèrent bon nombre de désagréments, notamment des arrêts de travail. Alors, examinons maintenant la seconde partie de notre travail, qui est de savoir comment l'hôpital va évoluer dans les années à venir. Donc il est toujours difficile de réaliser des projections, mais à partir de la situation actuelle, on voit que 3 types d'évolutions sont envisageables. Le premier scénario, c'est le scénario qu'on a qualifié de scénario d'hôpital inhospitalier. Ce scénario, en fait, il imagine une structure de moins en moins hospitalière, à la fois pour les malades, mais également pour les personnels. Le deuxième scénario, il est qualifié de dérive à l'anglaise, et ce scénario de dérive à l'anglaise, il envisage un transfert progressif des établissements vers le privé et bien entendu le transfert de leur activité également vers des structures privées. Alors, premier scénario, c'est le scénario que j'ai appelé l'hôpital inhospitalier. Alors, on l'a vu, hein, l'hôpital, il est inhospitalier à la fois pour les malades, mais également pour les personnels. Alors, ce scénario, il repose sur ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Virage ambulatoire qui est défini par Agnès Buzyn dans une interview au JDD en 2017. Je cite, « À l'hôpital, nous allons favoriser l'ambulatoire. En chirurgie, par exemple, l'objectif est qu'en 2022, 7 patients sur 10 qui entrent à l'hôpital le matin en sortent le soir. » Et quelques temps plus tôt, le directeur de l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, Assistance publique hôpitaux de Paris, le directeur de l'AP-HP, à savoir Martin Hirsch, avait déclaré dans un de ses livres qu'il était aujourd'hui nécessaire de remplacer les hôpitaux par des hôtels. Je cite là Martin Hirsch dans son dernier livre. Donc l'objectif est bien entendu d'accélérer le virage ambulatoire. Ce virage ambulatoire, il est amplifié par la T2A, la tarification à l'activité, qui valorise plus ce séjour. C'est-à-dire qu'une pathologie qui est soignée en ambulatoire, eh bien cette pathologie, elle est plus rémunératrice pour l'hôpital qu'une pathologie qui n'est pas soignée, que la même pathologie, mais soignée pas en ambulatoire. Donc, globalement, il y a une incitation à pratiquer l'ambulatoire. Alors cette solution, elle est problématique. Elle est problématique parce qu'on a vu tout à l'heure, d'abord parce qu'elle reporte sur le patient une partie des coûts. Ensuite, les conditions de travail sont extrêmement plus difficiles. Il y a un processus d'intensification du travail. Et donc, on a un hôpital qui devient de plus en plus inhospitalier, à la fois pour les malades et à la fois pour les personnels. Pour les personnels, l'exemple typique de cet hôpital inhospitalier, c'est le développement de la semaine à 60 heures. Développement de la semaine à 60 heures qui, aujourd'hui, devient la norme dans les établissements hospitaliers. Le deuxième scénario,
c'est ce qu'on appelle la dérive. La dérive, c'est la dérive à l'anglaise. Cette dérive à l'anglaise, elle repose en fait sur une transformation radicale du système hospitalier. À savoir que les établissements s'autonomisent par rapport à la puissance publique, soit sous la forme d'établissements indépendants, soit alors en étant vendus à des groupes privés. Et donc désormais ces établissements, ils vendent leurs services aux autorités régionales, ils vendent leurs services aux autorités régionales, mais également aux médecins généralistes qui peuvent acheter des séjours hospitaliers pour le compte de leurs patients. Globalement, cette logique, elle se traduit, et on l'a vu dans l'exemple anglais, c'est relativement clair, cette logique, elle se traduit par une diminution de la qualité des soins, ensuite une sélection des malades les plus rentables. Quand je dis une sélection des malades les plus rentables, c'est tout simplement les malades qui permettent de gagner de l'argent par rapport au tarif de la T2A. C'est ça, en fait. Donc, l'hôpital pourra générer un volume de profit. Mais bien entendu, cette réforme, elle s'est également traduite en Grande-Bretagne par une taylorisation croissante des personnels de soins. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital public. Et l'hôpital français n'est absolument pas à l'abri d'une réforme de ce type. Il n'est pas à l'abri parce que le cadre organisationnel, il est prêt. Le cadre organisationnel est prêt. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les ARS peuvent très bien, donc ARS, Agence régionale de santé, ces ARS, elles peuvent très bien décider de supprimer un service hospitalier et, de l'autre côté, maintenir le même service à l'hôpital privé. Aujourd'hui, le rôle des agences régionales de santé, leur rôle est de supprimer les capacités hospitalières en excès. Donc, bien entendu, l'idée est d'accélérer la transformation du système. Et donc, le marché hospitalier est prêt. Il est prêt, pourquoi ? Parce que eh bien, on a une offre, on a une demande et on a ce qu'on appelle un dispositif de jugement. Ce dispositif de jugement, ce sont les palmarès hospitaliers. Palmarès hospitaliers qui, alors c'est ce qu'on appelle un marronnier dans le journalisme, c'est-à-dire que chaque année, vous avez une revue de type L'Express, Le Point, que sais-je encore, qui fait le palmarès des hôpitaux français. Eh bien, le palmarès des hôpitaux français, c'est ni plus ni moins que le guide Michelin appliqué aux établissements hospitaliers. Voilà, c'est-à-dire qu'on incite le malade à aller fréquenter tel service dans le nord de la France parce qu'il est intéressant, tel service dans le sud de la France, etc., etc. Le palmarès, c'est ça, c'est le guide Michelin. Scénario 2, mais scénario 2, c'est la dérive. Et donc, c'est ce que je dis dans le titre de la diapo, suite et fin. Alors, ce scénario, en fait, il repose sur le développement de la concurrence des cliniques privées lucratives, cliniques privées qui, aujourd'hui, représentent une part de plus en plus importante du secteur de soins. Donc, je donne un seul chiffre. Sur le marché de la MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, eh bien, les deux premiers offreurs privés, à savoir Ramsay Santé et Elsan, eh bien, ces deux opérateurs représentent 45% des séjours hospitaliers. Donc, globalement, pour certains séjours, l'hôpital privé, les cliniques privées sont en train de gagner
progressivement des parts de marché. Alors, le marché total ou privé? Comment? Marché en général. Le marché total. Le marché total. Donc progressivement, ces établissements sont de plus en plus, ont des appétits de plus en plus gros. Et donc les entreprises qui interviennent, Ramsay, Elsan, Vivalto, Corian, eh bien, ce sont des entreprises qui sont financées en bourse et on trouve dans leur capital des banques, des investisseurs institutionnels, des compagnies d'assurance, etc., etc. C'est ce qu'on pourrait appeler le complexe médico-industriel. Donc ce complexe médico-industriel, il est aujourd'hui au cœur du capitalisme sanitaire. Et donc, pour ces partisans, le secteur privé, il présente un intérêt principal. Cet intérêt principal, c'est qu'il serait moins coûteux que le secteur public. Alors là, il faut s'interroger sur ce point. Est-ce que oui ou non, le privé est moins coûteux que l'hôpital? Vaste question, et on va essayer de démonter cette affirmation. Les établissements du secteur privé sont certes rentables. Ils sont certes rentables. Quand on voit le taux de rentabilité, ils ont des taux de rentabilité qui sont extrêmement élevés. Je pense notamment en psychiatrie, ils sont autour de 7%. D'accord? Donc c'est des taux relativement élevés. Maintenant, il faut relativiser les choses. Il faut relativiser les choses, pourquoi? Parce qu'on ne compare pas des établissements qui sont des établissements de même type. Les établissements de secteur privé lucratif ont, ce qu'on a vu tout à l'heure, un case mix qui est beaucoup moins large que les établissements publics. C'est-à-dire que l'éventail des cas traités est beaucoup plus réduit. Il est tout à fait plus intéressant pour ces structures de se spécialiser, par exemple, sur de la chirurgie orthopédique. La chirurgie orthopédique, c'est très très bien, c'est très rentable. Le malade entre, on l'opère, il ressort le soir. Donc c'est globalement quelque chose qui peut être taylorisé extrêmement facilement. Ensuite, la structure de la patientèle permet d'expliquer la différence de coût entre le public et le privé. Je lisais une étude récente. Cette étude met en évidence que les 2/3 de la patientèle des cliniques privées lucratives, eh bien les 2/3 appartiennent à des classes de cadres, voire des professions intellectuelles supérieures. Et c'est en obstétrique que le gradient social est le plus important et le plus marqué. 79% des femmes appartiennent, 79% des femmes appartenant aux catégories des cadres et de professions intellectuelles supérieures fréquentent un établissement privé, contre seulement 37% chez les femmes exerçant une profession intermédiaire, 14% chez les employés et 10% chez les ouvrières. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une ouvrière accouche bien moins fréquemment dans une clinique privée qu'une femme issue de catégories sociales supérieures. Par ailleurs, le coût est moindre. Pourquoi? Parce que les structures privées ont des coûts immobiliers qui sont nuls. Nuls, pourquoi? Parce que l'ensemble des cliniques privées ont réussi à externaliser la propriété immobilière, c'est-à-dire qu'elles sont aujourd'hui locataires de leurs murs. Quand je dis qu'elles sont locataires de leurs murs, ça veut dire que la propriété des murs ont été transférées à des structures qui sont des structures privées.
Exemple typique, la Générale de Santé, enfin Ramsay Santé a vendu l'ensemble de ses murs, plutôt des murs de ses cliniques, à une structure qui s'appelle ICAD Santé. Alors ICAD Santé, ça vous dit sûrement rien. ICAD Santé, c'est une filiale d'ICAD. Alors là encore, ça vous dit sûrement rien, mais ICAD est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, structure publique bien connue sur la place parisienne. Donc on externalise les coûts, en vendant les murs aux structures privées. Enfin, dernier point, eh bien, les cliniques privées se sont abondamment servies de la T2A. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a une T2A pour le public et une T2A pour le privé, et la T2A pour le privé est beaucoup plus intéressante. Alors, le scénario 3 que je n'avais pas prévu dans le plan tout à l'heure, c'était une petite farce que je fais. C'est le scénario d'un hôpital ouvert dans un système rénové. Alors, cet hôpital ouvert dans un système rénové, en fait, il repose sur une réflexion. Réflexion qui doit émerger. Et cette réflexion, elle est triple. D'abord, il faut réfléchir à une rénovation du mode de financement des hôpitaux, dans la mesure où le financement par la T2A, il n'est pas totalement efficace. Ensuite, il faut revoir l'articulation entre la médecine de ville et l'hôpital. J'entendais au mois d'octobre un chroniqueur dans une émission de radio, de télé, dire que l'hôpital était embouteillé par des malades qui n'y avaient rien à faire. J'ai écrit d'ailleurs un petit papier sur cette prestation audiovisuelle dans Alternative économique. Et donc, en fait, il disait, oui, globalement, l'hôpital, il y a des malades qui encombrent les services d'urgence, il faudrait les transférer ailleurs. Oui, mais, en fait, l'un des problèmes du système de santé français, c'est la désarticulation entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Et bon nombre de patients vont aux urgences. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de cabinet ouvert proche de chez eux. Donc les urgences, c'est ouvert 24 heures sur 24, et donc il y a un accès relativement plus facile. Donc il faut revoir l'articulation entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, mais là encore, c'est politiquement extrêmement risqué, donc le politique marche à chaque fois sur des œufs. Enfin, il faut repenser l'organisation du travail à l'hôpital et essayer de penser une organisation beaucoup plus humaine. Mais là encore, une organisation plus humaine reposerait sur plus de personnel, et on connaît l'argument qu'on va nous opposer à ce type de revendication. Et donc, aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer de desserrer les taux via notamment la T2A. Mais en fait, c'est pas tellement la T2A qui pose problème, c'est l'ONDAM. Alors l'ONDAM, objectif national des dépenses d'assurance maladie. L'ONDAM, qu'est-ce que c'est ? L'ONDAM, c'est le budget de la santé qui est voté chaque année dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Or, l'ONDAM, c'est l'ONDAM qui est extrêmement comprimé d'année en année, et si l'ONDAM est relativement comprimé, et bien entendu, les dépenses de santé ont du mal à évoluer de façon complète. Et donc, globalement, il faut repenser l'organisation du travail à l'hôpital, repenser l'organisation du travail pour limiter les effets délétères de ce qu'on appelle l'intensification du
travail. Alors, en guise de conclusion, on a vu que la définition des 3 scénarios qu'on a vu dans la seconde partie, eh bien, cette définition, elle ne tient que si on tient compte de la progression historique. Et de ces 3 scénarios, il y en a 2 qui sont radicaux, à savoir le premier, l'hôpital inhospitalier, et le deuxième. Bien entendu, le premier poursuit les évolutions qui ont été faites dans les années 90, et le second, lui, fait basculer le système dans un système marqué par la marchandisation du système de soins. Et on l'a vu, ces 2 systèmes pèseraient sur les usagers du système de soins et, bien entendu, les personnels. Le troisième scénario, il repart sur des problèmes actuels et tente d'y répondre en proposant des pistes dans une logique de respect du service public. Toute la question aujourd'hui est de savoir vers quel scénario on s'achemine. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que des personnes ont des questions à poser à Monsieur Domin ? Merci Jean-Paul pour ta présentation. Ça m'a permis de me rendre compte que ça faisait des années justement que la transformation de l'hôpital était en cours. Et comment on voit de plus en plus dans les médias et ailleurs, dans différents articles et dans des témoignages, que le travail à l'hôpital est de plus en plus insoutenable. Et je voulais savoir en fait si tu pensais qu'on allait arriver à un moment donné à un point de non-retour, où ça serait vraiment plus possible de soigner les gens et de les accueillir de manière décente, on va dire, dans les hôpitaux. Je crois que le point de non-retour, il a été atteint dans mon nombre d'établissements depuis très longtemps. L'image traditionnelle des urgences, c'est l'image des malades qui sont dans les couloirs, dans des couloirs sur un brancard. Les hospitaliers qui ont toujours de l'humour ont créé sur Internet, vous allez voir, No Bed Challenge. Et le No Bed Challenge, ils font chaque nuit le compte des malades qui sont sur un brancard dans un couloir. Voilà, et bien ce No Bed Challenge, c'est l'image tout à fait triste de l'évolution des hôpitaux depuis quelques années. Voilà. Bonjour, merci professeur Domin pour la clarté de votre exposé. Moi je me posais une question. Donc vous avez présenté la mise en place de la T2A comme une réforme managériale. Or, on se rend compte, depuis maintenant une trentaine d'années, qu'on a une diminution criante du nombre de personnels, notamment paramédicaux. Alors, jusque-là, on pourrait dire que c'est relativement logique, puisque ce sont les médecins, notamment en MCO, qui font gagner de l'argent à l'hôpital. Cependant, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est contre-productive, puisqu'on se retrouve, notamment en MCO, avec des chirurgiens qui attendent, armes au pied, que les patients soient brancardés, qu'on ait des IBOD ou des IAD pour endormir le patient. Là où est la grande différence avec le privé, c'est que le privé n'a pas du tout renié sur le personnel paramédical. Et aujourd'hui, si vous prenez un bon exemple qui est la polyclinique Courlancy, la plupart des chirurgiens tournent sur 2 salles, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun temps d'attente, aucune perte de temps de la part du chirurgien. Alors pourquoi est-ce qu'on a rogné sur ce personnel paramédical en rendant finalement la ressource médicale qui est celle
qui produit de l'argent inefficace, ou du moins moins efficace. Mais disons que depuis les années 90, l'objectif a été de réduire les coûts. Et on sait très bien que les coûts à l'hôpital, les coûts principaux sont des coûts salariaux. Donc, on a décidé, bien entendu, de faire des coupes sombres sur le personnel, et aujourd'hui, on en paye clairement les conséquences. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de personnel pour réaliser des actes, ce qui engendre des files d'attente et tous les dysfonctionnements qui vont avec. Merci pour cette présentation. Une question que je me pose, parce que finalement, là, dans toute la présentation, on a beaucoup opposé le privé au public. Finalement, si le privé trouve intéressant de venir se substituer au secteur public qui est, d'après ce que vous avez présenté, à bout de souffle, ça signifie qu'il y a de l'argent à faire. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement... C'est une vraie question un peu provocatrice par rapport à votre exposé, je m'en rends bien compte. Ça consiste à prendre le contre-pied. Finalement, reconstruire un hôpital public, mais sur le modèle du privé, en garantissant toujours un service qui serait fourni par le public et pour le public, mais en essayant de tirer avantage, quelque part, d'un système qui peut-être, j'imagine que vous allez répondre... autrement, qui peut-être finalement a réussi à optimiser un process. Je fais exprès de vous provoquer un petit peu. Vaste question qui est une véritable question de philosophie économique, si je puis me permettre, Jean-Sébastien. Donc, c'est vrai que on a toujours comparé le public et le privé est toujours extrêmement risqué. C'est risqué pourquoi ? Parce que les systèmes ne sont pas les mêmes, à savoir qu'ils ne reposent pas sur le même type d'obligation. La patientèle qui fréquente les établissements privés n'est pas la même que la patientèle qui fréquente les établissements publics. J'ai parlé tout à l'heure du case mix. Globalement, quand on a des éventails relativement larges de malades, on doit pouvoir avoir du matériel assez différent, et donc on ne peut pas réaliser ce qu'on appelle en économie des économies d'échelle, et donc globalement ça coûte plus cher. Ce que réussit l'hôpital privé, et ce qui réussit bien, c'est se spécialiser sur quelques spécialités, et se spécialisant sur ces quelques spécialités, on réussit à faire des économies d'échelle, et on est donc extrêmement plus rentable. Ensuite, vous devez bien vous douter que soigner une clientèle aisée, ça n'est pas la même chose que soigner une clientèle de personnes en difficulté. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ont quelques facilités d'argent peuvent faire de la prévention. Ils ont accès à une médecine de prévention, accès à une médecine de prévention que n'ont pas d'autres types de malades. Donc globalement, les malades qui arrivent dans des cliniques privées sont généralement des malades en bonne santé, si je puis me permettre cette provocation. Donc on a bien compris que les coûts n'étaient pas les mêmes. C'est justement pour cette raison que travailler sur une T2A unique est extrêmement problématique. La Fédération de l'hospitalisation privée milite
pour une T2A unique, mais on a bien compris qu'il y aurait bien entendu des risques à la mettre en œuvre. Une autre question? Merci. J'étais un peu étonné tout au début. La phrase, le prix de service hospitalier, n'est-ce pas, quand on a parlé de groupe homogène de ce jour, que le prix de service est déconnecté du coût. C'est quand même un peu étonnant. Enfin bon, n'est-ce pas? Je ne vois pas comment on peut déconnecter un service d'un coût. Je comprends bien, on essaie de regrouper, avoir des normes, des groupes homogènes, etc. Je veux juste vous raconter une expérience personnelle. J'avais 2 interventions, on ne va pas entrer dans les détails, exactement pareilles à 20 ans de distance ici à Reims, à Courlancy pour ne pas dire le nom. Eh bien, la première fois, je suis resté 5 jours avec une intervention de luxe, presque dire de luxe. On est venu me demander qu'est-ce que vous voulez boire pour les prochains repas, 5 jours là dans une chambre. La deuxième fois, je suis rentré à 8 heures, ma femme est venue me chercher à 4 heures. Exactement le même. Bon, c'est vrai que les techniques ont beaucoup évolué et je voyais la deuxième fois, bien entendu, beaucoup mieux. Et je me suis dit, au moins, j'ai économisé un peu les coûts, disons, de la sécurité sociale. Mais oui. Alors, donc, je reviens à cette idée de coût et je suis un petit... Bon, je veux poursuivre un petit peu. Je suis un peu étonné qu'il n'y a pas de présentation, disons, de la population. On commence à vieillir. Est-ce qu'il n'y a pas une incidence sur les hôpitaux, etc. Malheureusement, des maladies comme, par exemple, le cancer exigent énormément de traitements. Et à un moment, mais c'est quand même un hôpital public qui sera obligé de faire ça. Et puis, on lit dans la presse, quelquefois, l'hôpital public prend en compte des traitements, mais à des coûts fabuleux, et on est prêt à le faire. Et on dit, mais c'est nécessaire. Ça entre, n'est-ce pas, dans l'idée de la service public de la santé. Alors, pour répondre à ta question, Pierre, pour répondre à ta question, à tes 2 questions, en fait, la première, tu disais que tu avais subi une intervention similaire entre 20 ans d'écart. La première, tu as été hospitalisé 5 jours. La seconde a eu lieu en ambulatoire. C'est tout simplement le trait actuel de la médecine, à savoir qu'il y a eu des améliorations quand même sur les techniques d'anesthésie qui ont été réalisées. Cette amélioration sur les techniques d'anesthésie permettent de réduire la surveillance du malade, ce qui explique le fait que le malade arrive à 7h30 le matin et il repart à 7h30 le soir. En l'espace de temps, on a eu le temps de l'opérer, on a eu le temps de l'aider à se réveiller, et puis on lui dit de rentrer chez lui. Donc ça, pour répondre à ta première question, c'est une évolution, c'est une amélioration des techniques, notamment des techniques anesthésiques. Maintenant, il est vrai que l'incitation est là, et quand on te donne 10 € pour une
opération classique avec hospitalisation et 150 € pour une autre, eh bien tu choisis le GHM, le GHS le plus rémunérateur, et donc tu choisis 150 €. Donc tu choisis d'hospitaliser le malade en ambulatoire. Voilà. Donc ça, c'était pour la première question. Alors, c'est vrai que je suis allé un peu vite sur la déconnexion entre le prix et le coût. En fait, le prix, il est calculé en fait sur une moyenne que font les services statistiques du ministère. Les services statistiques font une moyenne en comparant les coûts entre plusieurs établissements, des établissements de taille différente, des structures différentes, des CHU, des CH, etc., etc. Et donc, au final, on fait la moyenne et puis on essaye de trouver un prix qui soit incitatif, c'est-à-dire pour inciter les établissements hospitaliers à faire des économies, et ensuite qui soit à peu près la réalité. Donc, c'est vrai que le prix n'est pas totalement déconnecté du coût. Maintenant, tu as bien compris que l'idée était d'inciter les établissements hospitaliers à être plus productifs. Être plus productifs tout simplement pour diminuer au maximum le coût d'une hospitalisation. Et donc, de permettre de faire de diminuer au maximum le prix. Voilà pour cette conférence d'aujourd'hui. Donc, je tiens à remercier principalement Monsieur Domain d'avoir présenté ses idées et cette conférence, et vous-même d'avoir été présent ici. Ah, on a une dernière question ? Pardon. Bonjour Monsieur Thomas. Déjà, merci pour cette présentation. Du coup, moi, c'est parfait s'il n'y a pas d'autres questions, comme ça on va conclure là-dessus. Moi, c'est la dernière qui me titille un peu. Parce que bon, j'ai l'impression que c'est une question rhétorique en fait, parce qu'objectivement on s'achemine vers le scénario 1 et 2, mais du coup j'étais quand même intéressé par le scénario 3 et je voulais savoir quelles en étaient ses origines, enfin ses réflexions, si ça venait de vous. Vous pouvez parler un tout petit peu plus loin du micro, parce que là je n'ai rien compris à ce que vous... Plus loin ? Oui, voilà. Ok, là, c'est bon là. Ok, très bien. Du coup, moi, le scénario 3, en fait, m'intéressait. Et je voulais savoir, ces réflexions-là, de qui venaient-elles ? Si c'était de vous ? Ce sont des réflexions, oui, que j'ai avec des collègues. Le scénario 3, en fait, l'objectif du scénario 3, c'est l'idée, en fait, d'un système qui ne soit pas uniquement fermé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... on ne peut pas réformer l'hôpital sans réformer la médecine de ville. On peut pas, sans conséquences sur la médecine de ville. D'un autre côté, on ne peut pas réformer la médecine de ville sans avoir des conséquences sur l'hôpital. Donc, pour réformer le système de santé, il faut aujourd'hui réfléchir à une réforme qui soit une réforme globale du système de santé. Je parlais tout à l'heure des malades qui fréquentaient les services d'urgence de façon aléatoire, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a un problème dont tout le monde parle, enfin qu'on appelle la désertification médicale. J'aime pas ce terme de déserts médicaux parce qu'il ne représente pas la réalité. Je parlerai plutôt de distances d'accès aux soins qui ont tendance à augmenter. Et aujourd'hui, on ne peut absolument pas réformer les services d'urgence sans tenir compte de la médecine de ville. C'est-à-dire que la médecine de ville,
quand les consultations sont terminées, le cabinet est fermé et le malade ne peut plus y accéder. Donc il faudrait peut-être revoir l'organisation de la médecine de ville, prévoir des plages horaires un peu plus grandes. Et donc ce type de réforme, il nécessite un accord avec la médecine hospitalière. Donc il faut à la fois modifier les établissements hospitaliers et modifier le fonctionnement de la médecine ambulatoire. Voilà. Je vous remercie. Plus de questions ? Donc, du coup, je voulais juste vous rappeler que les prochaines conférences auront lieu sur la semaine du 17 au 21 février. Donc ça va être une semaine assez dense où on va retrouver 4 conférences. Donc vous aurez bien sûr les informations par mail pour les étudiants et sur les affiches de la fac. Et pour les plus connectés d'entre vous, il y a une page Facebook qui s'appelle les cycles de conférences sur lesquels vous allez retrouver toutes les abstracts, tous les événements à venir et aussi plus tard les vidéos, les liens vidéo des conférences. Si vous ne pouvez pas être présent à une conférence mais que vous avez quand même quelques questions, n'hésitez pas à nous écrire en message privé parce qu'on pourra peut-être faire des stories avec les personnes qui animent les conférences. Je vous remercie.